Merci. C'est un projet qui aussi fait partie, du moins ce papier a été financé avec mes remerciements par la MSH à travers un appel objets transversaux, projet qui s'intitule Analyse interdisciplinaire des comportements de collecte et de valorisation des données personnelles par les applications smartphones. Donc c'est un premier papier avec Grazia et puis Vincent Lefrère. Donc un papier qui va discuter justement de transparence des données. Je fais une petite pub parce que dans le cadre aussi du projet financé par les MSH, on invite le 27 juin deux chercheurs, Catherine Tucker et puis Anja Lambrecht, qui présenteront des choses autour du biais des algorithmes et de la discrimination. Le principe du papier est d'étudier les stratégies de monétisation des applications sur les smartphones. Alors pourquoi parce que déjà, on se rend compte que les applications sur smartphone sont en grande partie gratuites, hein, et aujourd'hui on a un modèle du gratuit qui s'impose un peu partout. Donc la plateforme Android a une part de marché de 80% d'une part et 92% de ses applications sont considérées comme gratuites. Ça c'est des données 2015 mais ça c'est en croissance continuelle. Quand on regarde la littérature, on voit que pour faire de l'argent avec les applications, il y a deux moyens. On fait de la publicité d'une part ou on fait de l'argent directement en vendant, une fois qu'on a téléchargé l'application, des services annexes. On appelle ça les in-app purchases. Mais quand on regarde la littérature, il n'y a pas grand-chose de plus, et notamment le statut des données personnelles, qui est le moteur finalement de ces applications, n'est pas détaillé plus que ça. Donc l'idée ici de notre papier est de dire que un développeur qui va essayer de faire de l'argent avec son application va pouvoir faire certes de la publicité, va pouvoir faire de l'argent direct via les in-app purchases par exemple, mais va aussi beaucoup utiliser les données perso. Alors comme toujours, si on va interroger un développeur, notamment les gros développeurs, en lui demandant qu'est-ce que vous faites avec vos données, combien ça vous rapporte d'argent, etc., on va être face la plupart du temps à des non-réponses, puisque c'est quand même un sujet qui est assez chaud. Donc là, l'idée, nous, on va vous montrer, est d'utiliser les données qui sont disponibles, on est un peu pour des économistes dans le big data, parce que c'est des données très volumineuses, et d'utiliser en fait des stratégies pour essayer de révéler des comportements, entre guillemets, cachés, ou pour mieux comprendre les comportements de valorisation des applications sur smartphone. La littérature, alors on utilise deux types de littérature, une littérature en éco de la vie privée, une littérature en économie des applications mobiles, qui émerge complètement pour notre papier. Économie de la vie privée, je suis assez fier de vous présenter un article qu'on vient de sortir justement avec l'équipe éco de la vie privée dans une encyclopédie, donc c'est un survey, donc si vous voulez tout connaître là-dessus, je vous propose d'aller regarder ça dans le New Palgrave in Economics. Et de la même manière, si vous voulez voir aussi, avoir une idée sur ce que peut être l'économie des applications mobiles, vous pouvez voir ce que fait Peiling, qui est aussi directrice du Mobile Innovation Group avec le MIT et Stanford. Peiling qu'on a invité l'année dernière, qu'on voit encore cette année, etc. Donc on essaye de développer des relations internationales avec Catherine Tucker, justement, qu'on invite encore dans une semaine, et Peiling. Et ça a l'air je pense que ça marche plutôt bien, on a pas mal d'opportunités vraiment intéressantes. Cette littérature, lorsqu'on rassemble l'éco de la vie privée et l'éco des applications mobiles, ça donne des papiers justement dont parlait Grazia tout à l'heure, qui sont publiés vraiment dans des bonnes revues, parce que le sujet évidemment est up-to-date, et puis aussi les gens travaillent sur vraiment des grands volumes de données. Donc ce qu'on observe, c'est pas qu'un échantillon, c'est la plupart du temps vraiment des vrais résultats, il n'y a pas d'aléas statistiques. Les applications mobiles, alors très globalement les hypothèses, l'environnement derrière le marché des applications mobiles, on est dans des marchés plateformes les two-sided et multi-sided platforms, et on a des dynamiques d'agglomération typiques, alors des dynamiques de winner take all, le riche devient toujours plus riche, etc. Quand on s'intéresse à ces plateformes et quand on observe le flux, le transfert de données sur ces plateformes d'un acteur à un autre à travers les plateformes, on se rend compte que finalement c'est des marchés qui sont très oligopolistiques, voire même monopolistiques, très très concentrés, avec très peu d'acteurs qui prennent en gros toutes les données.
Donc ça, c'est une des premières particularités de ce marché. Et la deuxième particularité, c'est que c'est un marché vraiment caché, c'est-à-dire qu'on a énormément de problèmes d'asymétrie d'information entre ceux qui utilisent les applications, les utilisateurs de téléphones portables, d'une part, et puis le régulateur aussi, qui ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc il a besoin de mettre en place des techniques pour mieux observer les choses, mais ce n'est pas forcément évident. Donc on a typiquement les résultats de la littérature, des phénomènes de sélection inverse, de problèmes de hasard moral, donc il y a des publis qui montrent ça, puisque c'est de toute façon un marché effectivement avec des problèmes d'asymétrie d'information. Donc l'idée du papier là, c'est justement de creuser un peu, d'essayer de faire un peu plus le clair sur ce problème d'asymétrie d'information, et notamment vis-à-vis des données personnelles. On va essayer de montrer que les données personnelles en tant que telles est un outil pour faire de l'argent. Alors voilà comment on a procédé. D'abord les hypothèses. Les données personnelles permettent de faire de l'argent à travers la publicité, ça on le sait bien, mais elles peuvent aussi être diffusées à des data brokers. Okay. Les données personnelles donc, peuvent être en tant que telles utilisées pour faire de l'argent. La stratégie de recherche, là on a été absorber une partie du web, entre guillemets. On a d'abord absorbé les données d'un site qui est un projet de transparence, Privacy Grade, donc c'est Carnegie Mellon University qui fait ça, et qui note, en fait, qui a absorbé à peu près 1,5 million d'applications, et qui note, avec un rang, une couleur, le respect de la vie privée de l'application, en faisant en gros une différence entre, quand vous téléchargez une application, on vous demande des permissions d'accès à vos données personnelles. Donc il calcule, donc il y a du machine learning, c'est un calcul assez complexe, mais il calcule un score, et le score, la logique de ce calcul-là, c'est tout simplement de comparer ce qu'on vous demande avec les permissions, avec ce que l'application doit avec ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'application. Exemple, une lampe torche, normalement, elle fait de la lumière et normalement, on ne lui demande rien d'autre. On se rend compte évidemment qu'une lampe torche peut demander un très grand nombre de permissions, d'accès au carnet d'adresses, etc. Donc cette hypothèse et cet écart-là fait que la note de Privacy Grade devient extrêmement basse. Okay, et c'est ça qu'on va utiliser, nous, comme proxy de la stratégie de monétisation justement des données personnelles. Donc on a absorbé le site du CMU, donc on a un échantillon d'1,5 million d'applications sur Google Play Store, il y a à peu près 1,5 million, je sais pas, entre 1 million et 2 millions d'apps, donc on a un échantillon qui est quand même qui est random d'applications gratuites, mais comme je disais, plus de 92% des applications sont gratuites sur Play Store. Donc on a absorbé Privacy Grade, notamment les grades, donc le ranking qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a aussi absorbé le maximum de données potentielles. Une des données qui nous intéressait, c'est les connexions aux parties tierces. Vous pouvez voir quelle application se connecte à quel type de partie tierce, c'est-à-dire des librairies. Quand vous développez une application, vous pouvez vous aider de tout un tas de librairies. Or, chacune des librairies a généralement un profil qui vous offre une série de services. Donc il y a des librairies qui font de la publicité, des librairies qui vous aident à faire du paiement via l'application, d'autres librairies qui sont typiques pour les réseaux sociaux, d'autres pour une aide au développement, et le mobile analytics aussi pour analyser potentiellement les données personnelles. Donc on a absorbé aussi ces données-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi été chercher d'autres données sur Google Play Store, donc les données qui sont affichées sur on a vraiment fait, c'est un peu le tout venant, l'idée était vraiment d'absorber le maximum d'informations. Ça va nous permettre, pour le modèle économétrique que je vais vous présenter, de balancer des variables de contrôle dans le modèle. Okay, donc voilà ici un exemple de variable de contrôle. Les killer apps, est-ce que l'application a été par exemple téléchargée un grand nombre, plus d'1 million de fois, la note des individus, l'advisor, donc est-ce que l'application s'adresse est tout public ou s'adresse à des populations particulières d'adultes, etc. Donc voilà ici des variables dites de contrôle qu'on a construites à partir justement des données qu'on a scrapées sur Google Play. On a les catégories des applications.
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a donc les permissions demandées par chacune des applications. Un truc intéressant, c'est que Google a classé parmi les 138 permissions possibles en 2015, 56 comme des permissions considérées comme dangereuses. Donc c'est ces permissions qu'on utilise. Alors est-ce que le classement est bien fait ou pas? Ça, c'est à discuter, mais bon, on n'est pas dupe forcément aussi de la stratégie d'affichage de Google. Voilà, alors donc à partir de cet ensemble de données, on construit 3 variables qui nous intéressent. Les variables de valorisation, de monétisation des applications. Une variable advertising qui est un signal comme quoi l'application affiche de la publicité. Donc on utilise la connexion de l'application avec des bibliothèques, des librairies de publicité. Parce qu'on ne peut pas scanner chacune des applis et voir s'il y a effectivement une publicité qui est affichée. Monnaie, on a construit une variable monnaie pour voir si l'application fait du in-app purchases ou fait du paiement du paiement via les librairies de paiement. Et on a construit cette fameuse variable ici de données personnelles qui est égale à 1 si l'application a été mal notée par Privacy Grade ou si l'application aussi a eu plus de 6 dangereuses permissions. Alors pourquoi ça? Parce que Privacy Grade, Facebook est noté par exemple A. Effectivement, toutes les permissions demandées par Facebook sont effectivement utilisées. Donc il n'y a pas d'écart entre ce qui est demandé et un comportement qui peut être suspicieux. Donc, par contre, Facebook demande, je crois, 14-15 permissions. Donc on a fait un espèce d'indicateur comme quoi, au-delà de 6 permissions demandées, eh bien, on estime que l'application a aussi un business model, une stratégie qui consiste à prendre les données et à les utiliser en tant que telles pour faire de l'argent, au-delà de la pub et au-delà des autres systèmes de paiement comme la variable monnaie. Voilà ici quelques stats. 32% des applications font de la pub, 12% de la monnaie, entre guillemets, 17% utilisent justement directement des données personnelles. Quand on voit... Alors, l'histoire, c'est qu'effectivement, entre ces 3 stratégies, évidemment, elles sont toutes liées. Il y a des applications qui peuvent choisir la stratégie de données personnelles avec la publicité, etc., pour mélanger. Auquel cas, par exemple, il y a du targeting ads, des choses comme ça, mais il faut bien être conscient qu'il y a des corrélations entre ces 3 stratégies fondamentales. Dans la littérature, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de papiers déjà, mais les papiers qui ont regardé un peu les stratégies de monétisation des applications, ils travaillent sur 2 variables, advertisement et monnaie. Okay. Donc ça permet de faire des modèles dits bivariés qui d'abord étudient la probabilité de faire de la publicité ou de faire de la monnaie et supposent que les probabilités, le choix peut être corrélé. Mais très souvent, dans les variables explicatives, les variables de contrôle, ils mettent personal data comme variable explicative. Or, ça pose un problème, là pour le coup, plus économétrique, dans le sens où la donnée personnelle est une variable qui est dite endogène dans le modèle, c'est-à-dire qu'elle est très bien expliquée elle-même, c'est une variable dépendante, elle est très bien expliquée par toutes les autres variables à l'intérieur du modèle. Donc ça, c'est assez catastrophique du point de vue, c'est une cuisine d'économétricien, donc je vais passer vite là-dessus, c'est presque fini. Mais en gros, essayer d'étudier les stratégies de monétisation avec ce type de modèle-là va nous induire en erreur et implique donc une estimation des coefficients qui sera faux. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on a utilisé un trivariate probit recursive model, bref, qui permet d'estimer les 3 probabilités des 3 stratégies, donc monnaie, personal data et advertising. Voilà, je passe très vite. Alors, les résultats du modèle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... donc ça, c'est le modèle bivarié qui est considéré comme faux, parce qu'il il inclut donc la variable personal data alors que c'est une variable endogène. Donc là, vous voyez, dans le modèle qui est ici, la variable endogène sort du modèle, elle est en haut, ça devient une variable explicative en tant que telle. Donc la bonne nouvelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que quand on voit en fait les fameuses petites étoiles, elles ne changent pas tant que ça. Ça montre qu'en gros, il était tout à fait raisonnable de mettre cette variable personnel data dans le modèle trivarié.
traduit en langage de non-économétricien, ça veut dire que personnel data est une vraie stratégie qu'il faut absolument prendre en compte. Okay. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ici on a pas mal d'étoiles, ça veut dire que les données personnelles, c'est une stratégie qui est intéressante et qui permet, on peut analyser, on peut profiler en fait des applications qui ont adopté ce type de business model. Okay, j'ai plus que 2 slides. Par exemple, quand on regarde un peu plus en détail dans les coefficients, il y a des choses qui sont assez amusantes. Par exemple, donc ici c'est les average partial effects, donc c'est les effets à la marge pour le modèle. On voit par exemple que les applications qui ont choisi entre autres la stratégie valorisation des données personnelles, ça augmente de 82%, pardon c'est l'inverse, les applications qui ont des grandes parts de marché, donc les applications killer, augmente la probabilité de 82%, okay, d'utiliser les données personnelles. En gros, dès qu'on commence effectivement à avoir, ce qui est un peu logique, beaucoup de clients, eh bien, on commence à ouvrir les vannes et on commence à passer, à switcher dans cette stratégie-là où on prend les données. Donc on a montré que la stratégie données personnelles est une stratégie en tant que telle qu'il faut prendre en compte dans les business models. Ça, c'est la première chose. Évidemment, il y a des améliorations à faire, des tests de robustness, et surtout, ce qui est intéressant, et là j'en viens à l'objectif peut-être de cette journée, c'est que nous on a envie d'avoir des données qui sont des données de panel, donc une démarche qui consiste à aller sans arrêt prendre les données, par exemple, de Google Play, mettre sous écoute, entre guillemets, alors je sais que Noza, tu n'aimes pas ça, mais c'est péjoratif, c'est vrai, mettre sous écoute le site de Google Play, bref, absorber le site pour avoir des données de panel, et pour voir justement le switch les changements de comportement en fonction même des réglementations politiques. Voilà, et je termine là. OK. Donc on a besoin, en tout cas, d'avoir justement ce type de démarche de transparence des algos. Et effectivement, les collaborations avec les autres disciplines sont assez fondamentales pour faire des articles encore plus justes et pour aller chercher vraiment ce qui est caché et qui est pourtant visible sur